Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'édition spéciale de ce jour sur Politique Cash. Abonnez-vous pour ne rien rater car cette actualité va vous choquer. Et si l'Afrique était en train d'écrire une nouvelle page de son histoire ? Laurent Gbagbo lance un appel fort aux dirigeants qui incarnent aujourd'hui la montée du souverainisme africain. Abdourahmane Tiani, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Ousmane Sonko. Selon l'ancien président ivoirien, l'heure est venue de renforcer l'unité africaine afin de bâtir un bloc puissant capable de défendre les intérêts du continent face aux influences extérieures. Cet appel intervient dans un contexte marqué par la montée en puissance de l'Alliance des États du Sahel et les débats sur l'avenir des relations entre l'Afrique et la France. Alors, nous allons parler toujours des déguerpissements. Et Météo Politique ivoirienne veut vous montrer que derrière les déguerpissements, il y a un complot, un immense complot, contre toute l'Afrique, mais d'abord contre la Côte d'Ivoire, à partir de la Côte d'Ivoire. Vous allez me parler de l'avis de recherche de Brahma Oumar à l'endroit de Aloui Brou-Jacques. Eh bien, je vais vous dire tout simplement que c'est de la diversion. Parce que le problème, il est plus gros que celui-là. Si le procureur Brahma Oumar décide de poursuivre M. Aloui Brou-Richard, c'est son travail. Il cherche à mettre l'ordre. Mais en même temps qu'il cherche à mettre l'ordre, il faut qu'il cherche aussi à entendre Bakongo Cissé. Il faut qu'il cherche à entendre les officiers qui ont donné des policiers à M. Aloui Brou pour aller casser les maisons. C'est tout ça. Et le juge qui a donné cette décision de justice. C'est toute une chaîne. Donc, il ne faut pas qu'on cherche à nous épater, à nous divertir avec cela. On ne doit pas se limiter à Aloui Brou-Jacques. Parce qu'on a vu déjà que c'était une pauvre personne, peut-être qui a son doigt dans la bouche de Bakongo Cissé ou du gouvernement. Parce qu'il a été adjoint au maire, peut-être qu'il est poursuivi pour d'autres faits. Donc, on lui a demandé de jouer un rôle. C'est le rôle qu'il a joué. Donc, quand Météo Politique ivoirienne lui disait qu'on ne veut pas combattre nos frères ivoiriens, c'est de cela qu'on parlait. Parce que nous avons dans l'histoire le cas du Pansoro Guillaume, contre lequel on a lancé un mandat d'arrêt, alors que c'était lui qui a permis à Ouattara de s'installer. Donc aujourd'hui, Aloui Brou Bernard permet à Dominique Ouattara et à Ouattara d'avoir les terrains sur lesquels ils veulent construire, et c'est à Aloui Brou Bernard on lance un mandat d'arrêt, disons un avis de recherche. Bon, Aloui Brou Bernard, comme on le dit à tous les Ivoiriens qui suivent Alassane Ouattara, vous le suivez et il vous suce comme des oranges et il vous jette. C'est ce qu'il fait toujours, c'est ce qu'il a toujours fait. Donc nous suivons le président Laurent Gbagbo parce qu'il est fidèle. Ce n'est pas parce que nous l'adorons. Il est fidèle. Il est fidèle à son projet de défense de la nation, du peuple ivoirien, de la nation ivoirienne. Voilà pourquoi nous le suivons. Et vous allez écouter ici cet officier français qui vous dévoile tout sur le déguerpissement, de manière discrète. Et il va commencer par dire beaucoup de mensonges. Commençons, et je vais l'interrompre à chaque fois et vous expliquer. Chose dont je me souviens très bien, où j'ai pas appelé à l'aide, mais où je me suis tourné vers lui, c'était à la fin de la crise en Côte d'Ivoire, en 2011. Vous vous souvenez de cette affaire-là ? Gbagbo avait refusé le résultat des élections, il y avait des... Alors déjà là, c'est du mensonge. Le président Gbagbo n'a pas refusé les résultats des élections. Il a refusé les résultats donnés par l'ONU à travers Choi. Parce que ce n'est pas l'Occident qui doit proclamer les résultats d'un pays souverain. C'est la Cour constitutionnelle. Donc, vous ne pouvez pas demander à Choi de venir dire que c'est Alassane qui a gagné et le président Laurent Gbagbo va accepter les résultats. Non. Dans un pays, il y a une constitution. Il a collaboré avec l'ONU, tout ça pour l'organisation des élections, mais c'était à la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats. Donc déjà, dire que le président Gbagbo a refusé les élections, c'est faux. Vous voyez, cet officier français dit des contre-vérités, ce que nous appelons couramment des mensonges. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo a relevé à la Cour pénale internationale. Qui a gagné les élections? Celui qui a gagné les élections n'avait pas besoin de prendre des armes pour combattre. Il s'agissait seulement de recompter les voix. Et lui, il était pour le recomptage des voix, pendant que Ouattara refusait de recompter des voix. Vous voyez, aujourd'hui, Sarkozy est où? Sarkozy est un prisonnier. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est dans le faux et il soutenait Alassane Ouattara qui était aussi dans le faux. Continuons. Partout dans Abidjan et on avait reçu l'ordre confirmé par les Nations Unies de faire arrêter les massacres que perpétraient
les troupes de Gbagbo contre la population dans le quartier d'Abobo, qui est un Adjamé, dans le quartier d'Adjamé, qui est un quartier qui est plutôt peuplé par des gens. Alors vous voyez, le président Gbagbo, au-dessus de la Côte d'Ivoire, a été attaqué par une rébellion. Cette rébellion n'a pas voulu désarmer, laisser les armes. Elle est venue aux élections avec Ouattara. Ils sont entrés dans le gouvernement. Le président Laurent Gbagbo et les accords de Ouagadougou a dit, bon, venez, on va travailler ensemble. Il a fait même de Soro, du pan Soro Guillaume, enfin de Soro Guillaume à l'époque, son premier ministre. Et voilà que pour aller aux élections, ils ont refusé de désarmer. Et le président Laurent Gbagbo l'a dit, il dit, il ne savait plus, il ne pouvait pas tourner à gauche, il ne pouvait pas tourner à droite, les gens n'étaient pas désarmés, mais on l'obligeait à organiser des élections. Vous voyez? Donc qui a massacré? Ce n'est pas l'armée officielle qui massacre, c'est les rebelles qui massacrent. L'armée officielle défend le pays. Mais vous allez voir, vous allez entendre dire que cette armée officielle est comme une des rebelles du président Laurent Gbagbo. Ce qui est encore faux, écoutez-le. Du Nord, etc. Et donc le mode d'action, on avait des gazelles avec des missiles Hot, plein de missiles Hot, des missiles qui tirent à 4 km. Des hélicoptères, pour ceux qui connaissent. Des hélicoptères avec des missiles qui tirent à 4 km. Et donc les ordres, j'étais chef du CPCO, et donc les ordres qu'on avait donnés, c'est détruire toutes les capacités militaires de Gbagbo. Donc ses bateaux, ses dépôts de munitions, etc. Gbagbo, le président Gbagbo était si riche qu'il avait des bateaux, des dépôts de munitions, tout ça, les avions appartenaient au président Gbagbo. Vous voyez que dans le narratif, c'est du mensonge. C'est-à-dire, il raconte une histoire à dormir debout. Le président Laurent Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire. Et dès cet instant-là, l'armée était une armée républicaine. Les avions appartenaient à la Côte d'Ivoire, non au président Laurent Gbagbo. Mais quand il le dit, il montre le président Gbagbo comme un rebelle qui est venu avec une armée et Alassane Ouattara comme celui qui vient de manière légitime. Vous voyez, c'est ça, quand on dit tronquer l'histoire, mentir, transformer l'histoire, c'est à ça que vous assistez actuellement. C'est-à-dire, vous écoutez comment on transforme l'histoire. Jamais touché à sa résidence où il était claquemuré. Et donc on fait ça une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits avec des pilotes extraordinaires qui dormaient pas, etc., qui volaient, revolaient. Enfin bon, ça a été quand même assez exceptionnel. Et à la fin, on pensait que Gbagbo allait céder comme ça. Et Gbagbo, il n'a pas cédé. On a tiré, pas tous nos missiles, mais tout ce qui n'était pas cassé était dissimulé. Et la mission n'était pas remplie, puisque la mission, c'était permettre aux forces du Nord, à l'Alliance du Nord, de pouvoir s'emparer de Gbagbo et mettre en place Ouattara, qui avait été légitimement élu à l'occasion de ces élections. Vous voyez, il n'a pas été légitimement élu. Vous voyez, ce n'est pas lui qui a été élu. Il a été installé de force. Il faut que l'histoire retienne ça. Il faut que vous reteniez ça. Continuons. Et donc là, j'ai donné l'ordre au général qui était sur place d'y aller à pied. C'est quand même difficile. Entre tirer à 4 km sur un objectif et puis fouiller tous les carrefours, toutes les haies, etc. Et donc ça a été très dur. Ça a été très dur parce qu'on avait du mal à se comprendre, parce que lui trouvait que c'était une mission qui était extrêmement exigeante. Et donc je lui ai dit, mais c'est comme ça que tu vas faire. C'est comme ça que tu vas faire. Parce qu'il est hors de question que l'armée française tourne le dos, nous fasse demi-tour face à une bande de mecs en claquettes, etc. Et donc voilà, donc ça a été compliqué. C'est notre armée qu'il appelle bande de mecs en claquettes. Notre armée, l'armée de Côte d'Ivoire, qui n'ont pas pu vaincre. Ils ont dû utiliser des armes lourdes. Parce qu'à un certain moment, les rebelles, la France ne pouvait plus avancer. Alors vous dites à la Côte d'Ivoire de ne pas utiliser des armes lourdes. Et vous utilisez des armes lourdes contre nous. Et vous trouvez que vous êtes des héros. Vous voyez, c'est ce qui est ridicule dans l'histoire. Il faut qu'on restaure l'histoire. Ça, ce n'est pas l'histoire. Ils n'ont pas pu tenir tête à notre armée. À l'armée de Doboblé, de Kona Boniface. Ils n'ont pas pu tenir tête. C'était des héros, ce sont des héros. Et il a fallu bombarder maintenant. Bombarder la résidence pour pouvoir prendre le président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Eux qui étaient pratiquement désarmés, on refusait de donner des armes, d'acheter des armes. Et eux, ils venaient avec tous leurs hélicoptères et autres. Vous avez vu un hélicoptère du président Laurent Gbagbo de la République de Côte d'Ivoire combattre les Français? Non, ils étaient les seuls. Mais regardez au Mali comment on les a humiliés. Vous voyez? C'était un ordre, celui qui commandait était un bon camarade. Et ça a été très compliqué. Et je dis, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis ça faisait moi aussi 3 ou 4 nuits que j'avais pas dormi parce que je regardais un peu tout ce cinéma là. Et donc je dis à mon adjoint, je rentre chez moi, je vais prendre une douche, je dors 2 heures et je reviens. Et en partant, j'ai intercédé en disant mais
Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que vous m'avez donné le discernement de prendre la décision? Est-ce que j'ai bien pesé ce que je faisais courir comme risque aux soldats français, etc., etc., etc. Autant vous dire que si j'ai pris une douche, j'ai pas dormi. Et 1 heure après, je suis revenu avec la tête dans les épaules. Le CPCO, il fallait descendre sous terre avec la tête dans les épaules en me disant mon Dieu, aide-moi ou mon Dieu, pardonne-moi. Et quand je suis arrivé, un soldat avait été blessé et Gbagbo avait été fait prisonnier. Alors ici, mon Dieu, pardonne-moi. D'où vient le pardon? Tu es en train de faire ton travail, mais parce qu'il savait qu'il faisait du faux travail. Et là, le fait qu'il ait trouvé des soldats, selon lui, même s'ils ont perdu, des gens, ils ne vont pas le dire. Ils ne vont pas le dire, justement. Parce que ce serait une honte devant une armée qui n'a pas d'armes lourdes. Et lui, ici, il parle de Dieu, parce qu'ils savent que nous croyons en Dieu. Donc, là, un peu, on veut nous sensibiliser, nous toucher, là où nous avons la crainte de Dieu. Mais tout ça, c'est faux. Vous voyez? Oui, je remets mon treillis de sous-chef ops de l'état-major d'armée. C'est quel appui GEOS pourrait apporter à la stratégie française? D'abord, je pense qu'il faut essayer de caractériser, de façon évidemment, ce sera caricatural, mais les Afriques, parce qu'il n'y a pas qu'une Afrique. Et donc moi, j'en vois 4. Je vois une première Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est l'Afrique des risques et c'est l'Afrique des frottements stratégiques avec nos compétiteurs. C'est celle dont la France... L'Afrique des frottements stratégiques avec nos compétiteurs. Parce qu'il s'agit de l'Afrique de l'Ouest. Et ils ne veulent pas que la Chine et la Russie viennent commercer d'égal à égal avec le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal et autres. Pour eux, c'est leur propriété. L'Afrique de l'Ouest, c'est leur propriété. Voilà pourquoi ils disent que c'est une Afrique à risque. Écoutez la suite. En train d'être expulsé. Il y a une deuxième Afrique, je ne vais pas dire que c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique du centre et c'est celle qui est l'Afrique de la francophonie et des ressources stratégiques. On vient de découvrir des gisements incroyables en terres rares et en minéraux rares au Zimbabwe. Et les Chinois y sont déjà, les Russes y avancent. Je ne pense pas que des sociétés françaises aient déjà examiné leur engagement au Zimbabwe. Il y a ensuite une troisième Afrique qui est l'Afrique australe. Je pense que c'est l'Afrique du business. Et parmi les plus grosses économies, il y a évidemment l'Afrique du Sud. Donc c'est plutôt ce domaine-là qu'il faut privilégier. Et puis enfin, il y a l'Afrique de l'Est. Et pour moi, l'Afrique de l'Est, c'est l'Afrique des flux commerciaux entre le canal du Mozambique, entre la mer Rouge, entre ces lignes-là. Et c'est ça qui sont... Bon, il a fini par dire que de l'Afrique de l'Ouest, la France commence à être expulsée. Et la France ne veut pas. Quand il parle du Zimbabwe, qui est l'Afrique au centre, il dit qu'il y a des minéraux, il y a des terres rares. Là aussi, il y a le Congo et autres. Il n'a pas dit Zimbabwe, mais au Congo, dans les 2 Congos, nous avons plein de minéraux. Vous voyez, où on nous pose le Rwanda, au Congolais et tout. Vous voyez, en Afrique australe, il dit que c'est l'Afrique du business. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas aller compétir avec l'Afrique du Sud. Il ne peut pas faire la guerre à l'Afrique du Sud. Donc là, on se respecte. Maintenant, l'Afrique de l'Est, c'est là où il y a des flux. C'est-à-dire, là-bas, il y a les intérêts des Arabes, il y a les intérêts de tout le monde. Donc, il ne peut pas se permettre de faire certaines choses. Mais l'Afrique de l'Ouest, c'est leur propriété. Et l'Afrique du Centre, là, il faut tout faire pour que les gens s'entretuent, pour faire main basse sur leurs minéraux. Priorité. Sur l'Afrique de l'Ouest, et je vais me concentrer là-dessus, puisque je n'ai pas tellement de légitimité pour les autres Afriques. Pour l'Afrique de l'Ouest, je pense que d'un point de vue macro, la problématique est très différente d'une problématique qui serait simplement sécuritaire ou économique. Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe, c'est pas uniquement la sécurité. Et on voit cette espèce de traînée de poudre, on voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont peut-être bientôt au Sénégal. On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. Donc ils disent que ce n'est pas un problème de sécurité, mais c'est un problème de modèle de société. De quel modèle de société parle-t-il? Nous, en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit plusieurs fois, on cherche la démocratie. Ce n'est pas votre modèle de société. Mais on dit, cette démocratie-là doit nous permettre de signer des accords gagnant-gagnant avec les pays que nous voulons. Le président Laurent Gbagbo a été clair dans son interview au Ghana. On veut signer des accords gagnant-gagnant avec tout le monde. Le Mali dit la même chose. Ibrahim Traoré dit la même chose. Chani dit la même chose. On ne veut pas recevoir des ordres de Paris. Diomaye Faye a décidé de recevoir des ordres de Paris. Ouattara reçoit des ordres de Paris. Sonko dit non. Donc voici un groupe d'Africains. Ils disent non, on ne veut plus recevoir des ordres de Paris. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils transforment ça en disant nous allons adopter d'autres modèles. On va quitter un patron pour aller nous mettre sous un autre patron.
Non, c'est pas comme ça se passe. On veut acheter des armes de la Russie nous produit des armes. On veut nous défendre, on veut se défendre contre les terreaux. Les Russes sont efficaces, on négocie avec les Russes. Même la Russie, pour combattre l'Ukraine, a reçu des soldats de la Corée du Nord. C'est ce qui se passe. Mais cela ne veut pas dire que désormais le modèle de la Corée du Nord sera copié par la Russie. Mais c'est la même chose pour nous. Nous sommes face aux terreaux. Nous les combattons avec des alliés qui nous aident à combattre, qui nous donnent des armes pour combattre. Mais pas des gens qui nous donnent des armes de 1800, comme la France l'a fait au Mali. Non, justement. Donc ici, ce n'est pas un autre modèle de société qu'on veut copier. On ne va pas dire que nous sommes devenus communistes. Non, nous défendons la démocratie. Des élections libres et transparentes. C'est parce que nous combattons depuis. Pendant que eux qui parlent de communisme, mais ce sont eux qui nous installent un Ouattara de force et qui va vers une dynastie, vers la royauté, vers la monarchie, qui veut installer son petit frère, Téné Birahima Ouattara. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et voyez comment le mensonge il est gros. Continuons. Du coup, si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense qu'elle reposera sur les champs immatériels. C'est dans ce domaine-là qu'il faut investir. Vous voyez, il dit ici que si nous voulons peser, nous voulons continuer de peser, les bases militaires que nous mettons, la démonstration de force, ce n'est plus ça. Il faut qu'on change. C'est-à-dire, il faut qu'on laisse les treillis pour se mêler au peuple. Et c'est là que cela donne naissance aux terreaux qui sont retrouvés au Mali. On a retrouvé des Français parmi eux, des Européens, des Occidentaux parmi eux. Vous voyez? Donc, l'armée, en tant que telle, si elle veut peser, elle ne doit plus faire cela. Elle doit changer, se transformer. Globalement, en le résumant, il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie. Donc, les bases militaires sont des stratégies bruyantes. Avant, on influençait les gens, on les menaçait avec des bases militaires. Ça ne produit plus. Il faut passer à une stratégie discrète. Et vous allez voir comment ils vont planifier ce complot, cette stratégie discrète. D'accès. C'est à mon avis ça l'enjeu. Et tous les acteurs que vous avez réunis ici, mais bien d'autres, devraient participer à cette stratégie si jamais c'est bien notre stratégie. Pour mettre ça en œuvre, ça suppose 3 ou 4 conditions. D'abord, c'est que l'État bénéficie d'un réseau d'entreprises de confiance. Et là, il faut déterminer ça, quels sont les critères, comment on les... Donc, ils vont passer par des entreprises. Et c'est là, à Louis Jacques Brou est venu, s'est dit, je suis le particulier qui casse les maisons. C'est une entreprise. Mais derrière lui, il a été envoyé. Tous ceux qui vont faire déguerpir les gens, excusez-moi, et construire des maisons pour qui? Pour des barbouzes. Pour des militaires qui vont devenir des barbouzes, des terreaux. Et la plus grande entreprise immobilière de Côte d'Ivoire, parce qu'eux, ils ne seront pas là. Vous avez vu déjà le délit d'initié d'Aloui Brou, Jacques. Eh bien, ce délit d'initié à la tête de l'État. Dominique Ouattara a ici la société immobilière, l'agence immobilière. Vous pensez qu'elle va laisser d'autres personnes prendre ce marché? Des barbouzes français? Non, c'est elle qui va construire. Donc, il faut trouver des privés. Et elle est le privé. Il faut que ce privé-là aussi gère la nourriture qu'on va donner aux barbouzes. Donc, elle est entrée dans le vivrier, elle a chassé les femmes gourous. Il faut que le cacao, ils ont besoin de café pour se chauffer et tout ça. Eh bien, c'est elle qui va s'occuper du café. Donc, elle est en tous les domaines. Et nous, on nous chasse. Comment on le valide? Est-ce qu'il faut le légaliser? Est-ce que c'est simplement de l'interpersonnel? Mais en tout cas, il y a un sujet là. La deuxième, c'est que l'État ait la capacité et les mains qui soient un peu plus ouvertes sur les capacités d'externalisation, de transfert d'un certain nombre d'actions régaliennes. Il faut trouver la bonne ligne de séparation des eaux vers des entreprises privées. Je sais que c'est déjà le cas. Donc ici, le pouvoir régalien, c'est-à-dire ce qui fait l'État, ils vont transférer ça à des entreprises privées. Donc les entreprises privées auront plus de pouvoir. Ce n'est pas Alassane vend et rachète. On transfère le pouvoir de l'État à des entreprises privées. Et ici, dans les maisons qui sont cassées aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on dit non. L'État dit non. Moi, je viens seulement pour éviter les inondations. Et ce sont les entreprises maintenant qui construisent. Donc, ce pouvoir-là est passé aux mains des entreprises. Notamment pour DCI et l'expertise
partie France, mais il faut revoir ça dans son ensemble. La troisième chose, elle a été dite, c'est que finalement, il faut sortir de la logique d'offre pour être dans une logique de réponse à la demande. Et dans ce domaine-là, il faut aussi être capable de susciter la demande. Il ne faut pas l'attendre. Vous voyez, on va passer de l'offre et pour susciter la demande. C'est-à-dire, au début, on fait des appels d'offres. Quand on veut créer, par exemple, construire, dit qu'on veut faire du remblayage, comme le disait à Louis Broujac, ou faire de telle sorte qu'il n'y ait plus d'inondation, on ne fait plus d'appels d'offres. Alors que normalement, on doit dire, bon, Abidjan est toujours inondé. On veut des sociétés, des investisseurs qui peuvent venir chercher à lutter contre l'inondation. On a besoin de leur projet. Non, il dit, on ne doit plus faire des appels d'offres. On doit même susciter la demande. C'est-à-dire, on va passer par le gouvernement et le gouvernement fait la demande à la France pour dire, nous avons besoin de sociétés françaises pour faire telle chose, nous avons besoin d'entreprises pour faire telle chose. Or, c'est la France qui a besoin, c'est la France qui va avoir le marché. Hein. C'est lui d'initier de la France. Hein. C'est des lignes d'initier de la Côte d'Ivoire et de la France. Eux, ils ont le projet, mais il faut qu'on fasse croire au monde entier que c'est l'État qui est nécessiteux. C'est les Ivoiriens qui demandent. Il faut la susciter, mais en tout cas, il faut sortir de la logique. On va vous fournir que des pneus gauche de camion, si jamais il leur faut un pneu gauche et un pneu droit. Et c'est quand même un peu ce qui s'est passé pendant un certain temps. Et puis enfin, et c'est aussi une des conclusions qui a été évoquée, il nous faut avoir une structure qui soit une structure capable d'intégrer de nombreuses capacités. Je pense qu'un des sujets de l'influence, un des sujets des capacités à développer, c'est pas tant les métiers, on a des gens qui sont très bons dans les métiers, c'est la capacité à coordonner tout ça. La solution à l'influence, la solution aux crises, elle n'est pas tant dans le matériel, elle n'est pas tant dans l'expertise, elle est dans la capacité à coordonner. C'est ça qui détermine l'efficacité. Et c'est là qu'on doit aller. Un dernier mot encore pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ou comment on pourrait essayer d'expérimenter ça. Je me suis posé la question, quand j'ai lu la volonté ou la décision politique de réduire profondément nos effectifs prépositionnés outre-mer, je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire. Eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et l'Homo Nord soit transformé en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains, que ce soit des contingents européens. Donc, vous voyez, il a demandé une portion de terre. Mais il dit, ce n'est pas nous qui devons le faire. Vous voyez, voilà pourquoi, à lui, Jacques apparaît. C'est son terrain. Donc, on le fait pour Aloui Jacques. Or, en réalité, c'est Dominique Ouattara, qui est le privé, qui reçoit les ordres, les financements, qui reçoit tout pour construire les maisons pour les Barbouches. Et ils vont créer des grandes disons une base. Mais puisque vous avez dit que les bases militaires n'existent plus, parce que Ouattara l'a dit, et au-dessus du 43e Bima flottent les drapeaux ivoiriens. Donc, ce seraient des maisons de Barbouches. Et c'est à ce niveau que, je m'arrête là, parce que c'est trop long, je suis à 27 minutes, c'est à ce niveau que le président Laurent Gbagbo nous dit, et dit aux Africains, à Ibrahim Traoré, à Tchani, à Assimi Goïta, à Sonko, que voilà ce qui va arriver dans le monde, surtout en Afrique. Il y aura des rébellions partout et ça va partir de la Côte d'Ivoire. Sous Téné Birahima Ouattara a fait, Téné Birahima doit continuer dans la barbarie, mais de manière plus sophistiquée. Parce qu'on ne verra plus d'armée, mais les militaires ne seront maintenant des terreaux. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo dit le problème est plus grand qu'on le croit. C'est-à-dire, lui, il combat au niveau de la justice, mais il faut qu'une confédération africaine se mette sur pied avec une grande armée pour étouffer ce projet-là. Parce que ce projet-là, c'est pour donner du fil à retordre à toute l'Afrique de l'Ouest, puisqu'ils disent que c'est une zone d'influence où arrivent les Russes, les Chinois. Je préfère m'arrêter là.